Ah oui. Ouais. Je vais juste ajouter le chat ici, un petit instant. C'est une bonne chose. Je vais un peu plus apporter. Ouais. Donc, juste à rentrer dans Outlook. Bon, bonjour tout le monde. Martine nous a déjà présenté. Donc, François Vincent, je suis professeur ici à l'UQO, donc collègue de Martine à l'UQO. Je suis en didactique du français et je suis avec mon collègue Alain Cadieux. Oui, qui est professeur aussi ici en adaptation scolaire et directeur du département des sciences de l'éducation. On est conscient qu'on est peut-être un peu hors champ par rapport aux thématiques qui ont été abordées jusqu'à présent. Et j'ai regardé tout à l'heure les bonjours et je voyais qu'il y avait quelques personnes qui sont bibliothécaires ou du moins sont vraiment plus près des compétences informationnelles. Sauf que nous, on est davantage dans une perspective de compétences à écrire. Mais il y a des relations, évidemment, entre eux et on va essayer de faire le plus de liens possible avec les présentations antérieures, donc celle de M. Jérôme Dinet, la dernière au mois de novembre, et aussi celle à venir. Donc, je vais tout de suite vous annoncer la prochaine rencontre qui aura lieu le 22 février 2019, qui sera animée par Mme Nicole Bouvet et Mme Brigitte Simoneau, et qui s'intéresse à la prévention de la détection par le recours au logiciel de détection de similarité. Ce qui devrait impliquer un certain nombre de liens avec ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que ce qu'on aborde, c'est l'idée du discours rapporté aujourd'hui, donc l'idée de la citation, de la paraphrase et des différents moyens de parler des textes, de faire des liens entre les textes. Et bien évidemment, les logiciels de détection fonctionnent aussi avec des relations entre les textes et la capacité à retrouver l'origine des différentes transformations. Je vais me permettre en commençant de faire un petit lien avec ce que Jérôme nous a présenté au mois de novembre, où il s'intéressait à la question du plagiat. Et j'ai vu un documentaire hyper intéressant, je ne sais pas si d'autres l'ont vu aussi, où on parlait de la carrière de Léonard de Vinci. Et vous connaissez probablement cette image qui est devenue un symbole important de la Renaissance. Et cette image, c'est l'homme de Vitruvius, qui était une question vraiment importante à la Renaissance, c'est-à-dire qu'un certain Vitruvius, du temps des Romains et des Grecs en 30 avant Jésus-Christ, avait mis sur papier les dimensions idéales d'un corps humain et en était arrivé à l'idée que un corps devait pouvoir être représenté à l'intérieur d'un cercle et d'un carré. Et avec des dimensions, des proportions importantes entre la main, le bras et le corps, etc. Et Léonard de Vinci a réussi à résoudre l'énigme en décalant un peu le carré et le cercle, comme on peut le voir ici sur le dessin. Et dans le documentaire en question, on présente les travaux de celui qu'il considérait comme son frère de sang, Giacomo Andrea de Ferrara, qui a fait ce dessin-là quelques années avant lui. Bon, jamais dans les travaux de Léonard de Vinci, on va voir le nom de Giacomo Andrea de Ferrara. Il ne va pas dire « oui, je me suis inspiré de lui, j'ai répondu à sa question ». Et pourtant, on voit que bon, l'idée du décalage du cercle et du carré était déjà là. Il y a une petite distinction par rapport aux mains, mais dans les faits, il est parti véritablement d'un autre penseur. Bon, pour être très, très honnête, est-ce qu'on va ici dire que Léonard de Vinci a fait du plagiat? Ben, avec nos normes d'aujourd'hui, on pourrait dire que oui, mais comme le présentait Jérôme, on est à ce moment-là avant la révolution industrielle, donc on est avant l'idée d'une idéologie capitaliste où on verrait l'idée comme étant un capital, donc quelque chose qui appartient à une personne. Je me permets quand même de dire que
on peut peut-être relativiser cette idée de plagiat et de droit d'auteur. Cela dit, aujourd'hui, on va être davantage dans le comment que dans le quand. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant de protéger l'idée, sachant que dans plusieurs domaines, ce n'est pas des éléments qui ont une valeur véritablement monétaire, mais on veut quand même être dans une intégrité académique, donc dans l'idée de vraiment transposer dans l'écrit notre réflexion et notre démarche pour arriver à notre pensée. Donc, ça implique des liens avec les connaissances qui ont été consultées pour arriver à notre écrit. Depuis quelque temps, on sait bien sûr que l'écriture permet de comprendre et de développer sa pensée. En écrivant, c'est un processus qui est récursif, donc en écrivant, on développe aussi notre pensée et évidemment, on lit pour pouvoir écrire. Les problèmes d'écriture et les problèmes de compréhension et de réflexion sont interreliés. L'objectif ultime, c'est d'amener à développer cette compréhension et cette réflexion, mais quand on a de la difficulté dans l'écriture, on va avoir éventuellement des difficultés aussi en réflexion. Les questions préliminaires à notre présentation aujourd'hui sont les suivantes. D'un côté, on se posait la question, quel enseignement du discours rapporté privilégié, et de l'autre, quels effets sont escomptés à cet enseignement? Une question qu'on pourrait se poser même d'emblée avant ça, c'est est-ce que le discours rapporté est enseigné à l'université, aux études supérieures, donc au cégep aussi? Est-ce qu'on enseigne comment citer, comment paraphraser et les autres formes de discours rapportés? C'est une bonne question. On a fait une enquête récemment qui donne un certain nombre de pistes. On va pouvoir vous la présenter tout à l'heure. Mais est-ce que c'est enseigné? Est-ce qu'on sent qu'on a une responsabilité par rapport à ça? Et qui a cette responsabilité? Ce sont toutes des questions qui nous ont guidés dans cette présentation. Quand on se pose la question des fonctions de l'écriture académique, je pense qu'il est important avant tout de se rappeler que l'écriture académique, c'est pas un tout qui n'aurait pas de variante et de variance. On n'écrit pas toujours de la même manière selon plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Premièrement, et c'est Bereiter et Scardamalia qui mettent ça de l'avant, il y a deux fonctions ou deux grandes familles de fonctions dans l'écriture académique. La première, ce serait l'idée de raconter la connaissance. On va ici mettre de l'avant les apprentissages, on va mettre l'accent sur ce que l'on connaît déjà. Par exemple, les savoirs disciplinaires qu'on va développer, souvent, on veut pouvoir dire qu'on les a compris parce qu'on les a lus, par exemple, et on veut le rendre par écrit. À chaque fois qu'un enseignant demande de faire un résumé, on est dans la logique de raconter une connaissance. Il y a également un certain nombre d'éléments qui sont plus, disons, métascripturaux, comme la convention de l'écriture académique. On va écrire pour montrer qu'on sait écrire. Et ça fait partie aussi des critères souvent des enseignants. Est-ce que quand on demande un résumé, on va respecter les conventions de ce résumé? Est-ce que lorsque on demande des références et qu'on va dire, bon, voilà, vous devez citer tel auteur, on va vérifier si l'étudiant a respecté les normes de citation ou les normes de présentation, de référencement. Et finalement, on va pouvoir raconter la manière d'exprimer les idées en respectant c'est-à-dire la manière d'exprimer les idées vise à respecter les attentes. C'est-à-dire, si j'ai demandé d'avoir 3 auteurs cités, est-ce que j'ai 3 auteurs cités? Si j'ai demandé de faire un résumé de tel article, est-ce que je vais avoir des données par rapport à la problématique, par rapport au cadre théorique, par rapport à l'analyse des résultats, à la méthodologie, par exemple? Donc, l'écriture ici devient un moyen de montrer que je peux respecter les attentes du cours. Par contre, l'écriture académique peut avoir une visée
plus avancée, comme celle de transformer la connaissance, soit en faisant preuve de la pensée réflexive, soit en créant. Donc, quand on est dans une perspective de deuxième, troisième cycle et qu'on fait de la recherche, on va créer de la connaissance. La réflexion, la preuve de la pensée réflexive. Bonjour Brigitte. Merci. Donc, quand on va arriver dans l'idée de la pensée réflexive, ça demande évidemment un travail qui est beaucoup plus difficile intellectuellement que le simple résumé. D'ailleurs, les étudiants qui sont considérés comme plus avancés, on va souvent remarquer que dans leurs travaux, on fait davantage place à la pensée réflexive par rapport à raconter la connaissance. Donc, ici, plutôt que d'être dans la convention, on est dans les capacités d'utiliser ce que l'on connaît pour produire quelque chose de nouveau. La manière d'exprimer les idées va ici influencer les contenus. D'où l'idée du discours rapporté. Parce que le discours rapporté, de la manière dont il est enseigné, très souvent, on va être dans des aspects normatifs, c'est-à-dire, voici comment on fait, vous devez avoir tel guillemet, vous devez avoir une parenthèse, le nom de l'auteur, avoir la date, la page, etc. Mais ça, ce sont des idées de convention, mais il y a également une fonction à ce discours-là, et cette fonction-là, c'est davantage là-dessus qu'on va insister aujourd'hui. Bon, petit graphique juste pour présenter globalement, un instant. Donc, pour présenter globalement l'écriture académique, pour montrer que c'est une des tâches les plus complexes qui est demandée à l'école de manière générale. La partie écriture amène des caractéristiques particulières dues au contexte universitaire, va également amener des caractéristiques par rapport au genre textuel, qui vont varier pour les étudiants et qui arrivent souvent aux études supérieures sans avoir d'introduction à ces genres. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vu ce qu'était un discours descriptif ou un discours argumentatif dans les études au secondaire, par exemple, mais les transformations et les distinctions qu'on va retrouver entre le secondaire et le cégep ou l'université n'est pas quelque chose qui se fait d'emblée. Donc, on doit le développer, on doit l'enseigner. Le cadre des stratégies de créacolage numérique qu'on a abordé quelques fois au cours des webinaires précédents, avec les trois principales compétences, compétences informationnelles, compétences scripturales ou rédactionnelles et compétences de référencement, sont toutes intégrées dans cette idée d'écriture académique. On sait qu'elles sont interreliées également parce que, par exemple, ici, on est dans le discours rapporté. Donc, dans l'écriture du discours rapporté, on doit avant être allé chercher on doit aller chercher l'information et on doit être capable de l'utiliser correctement et on va avoir ensuite à faire le référencement documentaire. Ce qui est important de voir aussi, c'est l'importance de ces différentes compétences-là relativement à d'autres qui entrent en ligne de compte. Par exemple, les compétences numériques, qui ont été très peu développées dans une perspective d'écriture avant le cégep et l'université. Donc, écrire avec un ordinateur dans une perspective de travail académique est quelque chose qui implique un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de stratégies qui sont distinctes, qui n'ont pas nécessairement été vues préalablement. Même chose pour les compétences collaboratives. Hein? Souvent, on va demander des travaux d'équipe, on va demander d'écrire en collaboration, et cette écriture en collaboration implique un certain nombre de stratégies qui peuvent être utilisées. Et ce qu'on veut éviter, c'est, par exemple, faire un travail d'équipe où finalement, chacun aurait sa partie qu'on collerait ensemble et voilà, on a un texte. Donc, on va voir aujourd'hui un certain nombre de pratiques collaboratives qui pourraient aider pour, en particulier, le discours rapporté. Avant de continuer, je vais juste te présenter un certain nombre un certain nombre de résultats qu'on a obtenus dans le cadre d'une enquête du groupe de recherche sur l'intégrité académique.
où on a fait passer un questionnaire dans 6 universités québécoises auprès de 878 étudiants et de 201 enseignants. On avait un certain nombre d'énoncés dans chacune et 15 énoncés sur les stratégies de rédaction et 14 là, pour les enseignants sur ce qui était enseigné. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est les différentes stratégies que les étudiants universitaires disent utiliser lorsqu'ils ont à écrire dans le cadre de leur cours. Je les ai mis là en ordre de fréquence. On voit en premier lieu que l'utilisation d'outils de révision numérique comme le logiciel Antidote ou utiliser les corrections intégrées à Word, c'est une pratique qui est presque universelle. À peu près tous les étudiants vont utiliser ça. Faire des opérations textuelles de déplacement, déplacer un paragraphe, ça aussi, ça va être assez fréquent. Recherche grammaticale en ligne. Aller aussi récursivité de l'information, c'est-à-dire aller rechercher des sources au fur et à mesure de l'écriture, éviter l'erreur, c'est-à-dire quand on a de la difficulté et on ne sait pas trop comment je sais pas moi, rapporter un discours, vous allez voir le lien aujourd'hui, donc on ne sait pas trop comment rapporter un discours, ben je vais le faire autrement et ça va régler mon problème. Et finalement, les outils comme le mode révision de Word qui permettent de faire prendre notre texte, intégrer un certain nombre de révisions, le passer à notre collègue de travail, par exemple, qui peut les regarder, les commenter, etc. Ben, c'est quelque chose qui est assez peu fréquent. On avait posé un certain nombre de questions directement en lien avec le discours rapporté et on voit que les pratiques sont variables, c'est-à-dire citer, oui, on va le faire souvent, avec un souci de cohérence pour appuyer ses idées, la citation va être là. L'organisation des citations dans un plan, c'est-à-dire aller chercher son information, la mettre dans Word, l'organiser pour ensuite se dire, bon, ben, je vais pouvoir l'utiliser à tel endroit. Ben là, il y a une descente importante, là, à 50% qui l'utilisent fréquemment. Citer pour comparer des propos d'auteurs, ben ça commence à être beaucoup plus rare. Donc, on va utiliser la citation pour appuyer notre propre idée, mais pour mettre des auteurs en relation, c'est beaucoup plus rare. Reformuler les phrases pour les éloigner de la source, encore une fois, on descend. Citer la source parce que recommandée par l'enseignant, j'en ai encore moins, et paraphraser à l'aide d'un traducteur en ligne, c'est-à-dire prendre des textes en anglais, par exemple, les mettre dans le traducteur et arriver avec une paraphrase en français, puis en faisant quelques modifications par la suite. Ben, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent. Donc, peut-être parce que les textes utilisés sont des textes dans la langue d'origine, on ne le sait pas trop. Donc, on avait posé un certain nombre de questions comme celle-là, puis on voit que les stratégies en lien avec la reformulation ont été beaucoup moins fréquentes que celles en lien avec la citation. Voilà. Merci. Donc, dans la même étude, on avait aussi adressé 9 questions sur les stratégies de référencement documentaire. Donc, ces 9 questions, on faisait référence à différents contenus. En fait, ça a été soumis à une analyse factorielle pour réduire les 9 questions en 3, finalement, facteurs, dont l'utilisation des logiciels de gestion de données bibliographiques, un regroupement de questions plus sur l'efficacité personnelle, donc dans le référencement, et un autre groupe sur la résolution de problèmes de référencement. Donc, en fait, ces questions-là nous indiquent que les étudiants consultés, de façon générale, utilisent très peu de logiciels de référencement documentaire. On peut penser à EndNote, Zotero, Mendeley ou d'autres logiciels. En fait, que ce soit pour faire générer des listes de références ou pour gérer les références tout simplement dans un texte ou en fin de texte, c'est davantage utilisé chez les étudiants qui accumulent un certain nombre d'années à l'université. Donc, parce qu'on a comparé aussi les résultats en fonction du nombre d'années complétées. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une corrélation quand même positive
entre le nombre d'années et finalement l'utilisation des logiciels. Ce qui fait que on a, par exemple, beaucoup plus d'utilisation pour des étudiants qui ont 4, 5 ou plus de 6 ans d'université que finalement les étudiants qui débutent et qui finalement utilisent très peu ou enfin ont peut-être pas besoin finalement d'utiliser les logiciels comme tels. Il y a aussi la question de s'approprier l'utilisation des logiciels qui se fait probablement au cours là, finalement de la formation universitaire. On avait aussi la section efficacité personnelle. Ici, c'était plus en lien avec la façon de référencer la confiance de l'individu. Est-ce qu'il se sent confiant quand il fait une bibliographie? Est-ce qu'il utilise les normes de présentation? Est-ce qu'il utilise une diversité finalement de sources? Donc, de façon générale, c'était quand même assez très positif, dans le sens où les étudiants répondaient qui étaient très confiants, qui avaient très peu je dirais, de difficultés dans le référencement. Et là aussi, il y avait une relation positive avec le nombre d'années, même si elle était un petit peu plus faible, mais plus les étudiants progressent dans leur cheminement, dans leur parcours universitaire, plus ils développent une confiance au regard du référencement, de l'application des styles, par exemple, de présentation, là, donc des citations ou des références. Et finalement, la catégorie résolution de problèmes, ici, on avait seulement 2 questions qui sont ressorties dans ce facteur-là. Et c'est lorsqu'un étudiant a un problème avec ses références, que ce soit cité dans le texte ou cité à la fin dans la bibliographie, comment il fait pour résoudre des problèmes. Donc, nos 2 questions, une portait sur l'aide des bibliothécaires et l'autre sur d'utiliser les ressources en ligne. Mais ici, on n'avait pas de questions. Ça sera probablement développé là, dans une recherche là, ultérieure. Toute la référence aux pairs, à la collaboration avec les pairs, collaboration avec le professeur aussi. Donc, pour finalement mieux saisir les difficultés ici et de résoudre là, les problèmes. Et ici, il y avait peu aussi de liens avec les années. Donc, que l'étudiant soit en début ou en fin, ou avec 4, 5 ou 6 années d'expérience universitaire, il y avait quand même une certaine uniformité là, des résultats. Donc, pas de corrélation à ce niveau-là. Et de façon générale, on faisait donc moins utilisation de l'aide des bibliothécaires ou de l'aide en ligne pour résoudre des problèmes. Donc, c'est un petit peu le portrait là, que la question des compétences de référencement là, a donné dans cette enquête. OK. Et rapidement, juste pour terminer, on a aussi demandé aux enseignants ce qu'ils faisaient parce que c'est beau de voir le comportement des étudiants, mais on veut savoir également ce que font les enseignants et comment ça peut être développé. Et ce que l'on a pu mettre de l'avant et voir, c'est qu'il y avait des très, très grands écarts entre les enseignants. C'est-à-dire que pour certains, la responsabilité d'enseigner des stratégies d'écriture, ça ne les concernait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une discipline particulière et ils se disent, moi, l'écriture, c'est mon rôle, ça devrait se faire avant au cégep, ou ça devrait se faire avant au secondaire, ou ça devrait se faire dans des cours spécifiques destinés à l'enseignement de l'écriture, mais ça n'a pas de lien avec ma discipline. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un lien direct entre la réflexion dans une discipline et l'écriture.
ce qui fait que, oui, il y a une responsabilité quelque part de la part de l'ensemble des formateurs ou des enseignants à l'université ou aux études supérieures. Et cette responsabilité-là, ben, elle va avoir un lien sur la discipline, peu importe laquelle elle est. Donc, ce qu'on va retrouver souvent comme stratégie, ça va être celles qui sont des explications ou des recommandations, c'est-à-dire on va dire oui, utiliser Antidote. Bon, on sait déjà que 90% d'entre eux l'utilisent, ce qui veut dire que bon, c'est un rappel, disons, qui peut être intéressant, mais c'est déjà fait par les étudiants. On va souvent recommander, par exemple, de retourner de l'information lorsque nécessaire. Donc, cette idée de récursivité au fur et à mesure du travail, ça va se faire aussi. Je n'insisterai pas sur les autres, mais disons que globalement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment une très, très grande variance entre les enseignants et souvent, ceux qui répondaient de manière négative le répondaient pour la plupart des stratégies. Par rapport à la paraphrase et à la citation, très spécifiquement, il va y avoir beaucoup d'explications qui vont être données par rapport à ce qui se fait d'un point de vue normatif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour citer, comment on fait donc spécifiquement pour citer, on va vous demander de mettre des guillemets, on va demander de mettre les parenthèses nécessaires. Il va y avoir un certain nombre d'enseignants aussi qui vont tolérer les paraphrases maladroites d'un étudiant de premier cycle s'il a donné la référence. Ça, c'est intéressant de voir que c'est quand même, plusieurs le font, c'est-à-dire le permettent, le tolèrent, parce que la paraphrase est une pratique qui est extrêmement difficile, on va le voir tout à l'heure, mais c'est une pratique qui s'acquiert par la pratique. Il faut en faire pour être capable, pour arriver à reprendre l'essentiel de la pensée d'un auteur, sans se tromper, et puis en faisant des manipulations linguistiques qui sont permises. Les explications par rapport quant à la manière de paraphraser, l'information qui est trouvée en ligne, ça va se faire beaucoup moins fréquemment, puis l'explication par rapport à la construction d'un texte cohérent et logique avec des citations, encore moins. En d'autres mots, l'attention est souvent portée sur la norme, c'est-à-dire comment faire pour que ça soit légal et que ça ne soit pas considéré comme du plagiat. Et plus on arrive vers les dimensions de contenu, moins on va retrouver d'intensité de l'enseignement par rapport à ces éléments-là. Parce qu'une paraphrase ou une citation, ça sert à soutenir un discours et pas seulement à je vais les faire parce que l'enseignant nous le demande. Bon, si on arrive dans le cadre du discours apporté, c'est une écriture. Donc, l'écriture académique demande à la fois de lire et d'écrire. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait différents documents qui pouvaient être demandés aux étudiants. On peut avoir des résumés, on peut avoir des pratiques de texte professionnels, on peut avoir des demandes de réflexion, des synthèses. Mais tous ces éléments-là ont quand même des éléments en commun qui sont de prendre en considération des écrits, souvent scientifiques, en lien avec la discipline. Donc, il y a à la fois cette idée de lecture pour nourrir l'écriture. Et la pluralité des voix dans le discours en est une caractéristique. Il n'y a pas que l'auteur du texte qui s'exprime, il y a toujours d'autres voix qui viennent nourrir ou nuancer le discours de l'étudiant ou des étudiants. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est 5 possibilités d'intégrer la parole de l'autre au sein du discours de l'étudiant. On parle souvent de citation et de paraphrase, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être mis de l'avant. Et j'aime bien M. Bertrand Daunet, qui, lui, parle des 5 possibilités, la citation, la reformulation, l'évocation, l'emprunt et l'hybridation. Je pense que je le faisais plus loin, mais je vais tout de suite mentionner que la paraphrase, elle est appelée parfois reformulation, surtout dans le contexte français, dans le contexte québécois et dans le contexte c'est souvent relié, là. Dans le contexte québécois et dans le contexte anglophone, le terme paraphrase est davantage utilisé.
mais la paraphrase a une connotation plutôt négative, surtout par l'influence du domaine de la littérature. Donc, pour certains étudiants qui viendraient de ces domaines-là, l'utilisation du terme paraphrase peut sembler étrange. Bon, la citation, peut-être que Alain va vouloir compléter un peu, mais la citation, c'est globalement quelque chose qui est souvent favorisé par les étudiants parce que c'est, facile à repérer à cause des marques graphiques et finalement, il faut respecter les normes de présentation. Les styles vont différer selon les institutions. Parfois, on va demander le style APA. C'est ça, style APA ou des styles maison, des styles UQ, etc. Mais globalement, la citation implique des guillemets, implique la présence de l'auteur, la page, l'année, etc. C'est peut-être parce que ce sont des éléments normatifs que les étudiants vont avoir tendance à les privilégier. C'est-à-dire que si on va lire la liste, ça va et c'est correct. En même temps, il y a cette espèce de double discours parce que l'étudiant qui voudrait éviter le plagiat va avoir tendance à éviter la citation parce qu'il va avoir peur de se faire accuser de plagiat pour des raisons normatives. C'est-à-dire, tu as oublié de mettre ta page entre parenthèses, donc ça pourrait être du plagiat. Évidemment que personne aurait cette interprétation, mais ça peut faire peur quand on multiplie les éléments de style à respecter. La paraphrase, quant à elle, relève donc de la tradition rhétorique. Elle a une connotation, elle était vue comme un outil au départ, c'est-à-dire que si on veut insister sur un élément, on va avoir tendance à le redire en d'autres mots. On le fait tous constamment. C'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant. Regardez le nombre de politiciens qui commencent par leur phrase par « ce qu'il faut comprendre ici, c'est que… » Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est une façon de reprendre un élément qu'on vient juste de mentionner ou de reprendre la question du journaliste, par exemple, mais de reprendre l'information et de la redire à nouveau, mais en d'autres mots. Donc, avec cette façon de faire, on arrive à vraiment mettre davantage l'accent sur le propos qu'on veut tenir. D'où l'expression aussi « autrement dit ». Oh oui, autrement dit, effectivement. Ce qu'on voudrait et ce que l'étudiant recherche souvent, c'est le sens strict. C'est-à-dire une paraphrase, c'est une phrase qui a un même sens en utilisant des mots différents. La langue est soit extrêmement efficace, soit extrêmement paresseuse, mais quand deux mots ont exactement la même signification, un des deux va éventuellement disparaître. Hein? On le voit avec l'arrivée des nouveaux mots, par exemple. On va avoir l'arrivée des mails. En France, on va utiliser le mot mail. Au Québec, l'Office québécois de la langue française propose courriel. Je ne sais pas lequel va prendre le dessus, mais éventuellement, un des deux va disparaître parce que, comme ils ont exactement le même sens, un reste, l'autre disparaît. Ce qui fait que, dans le sens pragmatique, en raison de la difficulté à définir ce qui a un même sens, on va parler de phrases ayant un sens approximativement équivalent une à l'autre. À chaque fois qu'on fait une transformation, c'est qu'on fait une transformation de sens. Et d'ailleurs, para, quand on dit parallèle, para, la racine veut dire à côté de. C'est pas tout à fait. Hein, on est vraiment dans une relation qui implique un changement de sens inévitable. Ce qui veut dire que, quand on mentionnait tout à l'heure que le scripteur est aussi un lecteur, il y a une interprétation de ce qu'il a lu dans la paraphrase. C'est un risque qu'il n'a pas à prendre lorsqu'il fait une citation. Donc, moi, je peux enchaîner ici avec des exemples sur des façons de paraphraser. Donc, comment paraphraser? Mais ici, dans un sens linguistique comme tel. Donc, comment transformer la langue pour finalement
dans un esprit de respect de l'intégrité, donc d'évitement du plagiat. Donc, c'est différentes façons qu'on peut utiliser ou jouer là, finalement avec la langue pour s'assurer que la paraphrase, l'idée d'avoir un sens qui est approximativement équivalent, puisse se faire. Donc, ça, c'est tiré de Bhagat et Ovi de 2012, donc, qui en a illustré là, quelques-uns. On ne les rapporte pas tous, mais on a quand même indiqué quelques-uns pour donner finalement l'idée. Donc, la substitution par synonyme, donc, c'est un exemple. Donc, on change un mot-clé par un autre qui a à peu près là, la même signification. Donc, dans l'exemple, Anne est mince, Anne est menue, on s'entend que c'est similaire là, d'une personne, en fait, en termes de signification. On peut faire aussi une substitution par antonyme, donc en utilisant ici la négation. Donc, dans l'exemple, Paul est fort, on pourrait dire Paul n'est pas faible et dire à peu près là, finalement la même chose. La substitution peut se faire aussi par inversion, donc simplement en inversant les mots. Donc, l'université accepte les étudiants brillants ou accepte les brillants étudiants. C'est un exemple ici d'inversion. La modification de la voix des verbes aussi. Donc, on peut jouer avec la voix active, la voix passive. Par exemple, Julie aime son chat. Le chat est aimé par Julie. Donc, encore ici, on respecte l'idée qu'une paraphrase, ça donne un sens qui est équivalent ou approximativement équivalent. La modification du référent sujet. Donc, Jean dit « j'aime le hockey » ou Jean dit qu'il aimait le hockey. Donc, ici, on change tout simplement la référence là, de la personne qui parle. La substitution d'un pronom par un référent. Donc, ici, simplement l'idée de changer les pronoms. Ici, dans l'exemple « elle » pour le nom de la personne qui est Rita. Une autre façon de reprendre. Évidemment, ici, on donne un exemple où on a on a une phrase quand même qui comporte plusieurs mots et ça ne tient pas compte peut-être de d'autres critères au regard du plagiat. Si on a, par exemple, une série de mots, 4, 5 mots qui sont consécutifs et on comprend que il faut aussi tenir compte de d'autres éléments. C'est pas, ce sont des exemples, là, donc ici, de transformation linguistique. Donc, la reconstruction elliptique ou répétitive, donc soit en supprimant ou en ajoutant finalement des mots. Il compte et ne se trompe pas. Donc, il compte et il ne se trompe pas. Donc, on modifie en fait la phrase, mais on respecte finalement là, le sens. La variation de la fonction des mots, donc il a obtenu un beau résultat qui a une fonction de complément où le résultat obtenu était beau. Donc ici, on a une fonction plus comme sujet, le résultat. Modification du sujet par son action. Donc, il est les chauffeurs ou il est les conduites dangereuses. Donc, on a ici un autre exemple de signification qui, en fait, se ressemble. Donc, substitution d'un verbe par un nom. Donc, Guy enseigne à Paul ou Guy est l'enseignant de Paul. Donc, on voit ici que le sens est quand même préservé. La substitution d'un sujet par un objet. Donc, le pilote a pris la piste 1. L'avion pris la piste 1. Donc, on a ici là, un exemple. En fait, ça dit encore là, le sens est approximativement là, équivalent. Donc, la substitution d'un nom par une métaphore. Donc, ces chevaux noirs, ces chevaux de couleur de nuit. Donc, simplement, l'utilisation d'une métaphore peut être
considéré comme une paraphrase ici. Substitution d'un tout par l'une de ses parties, la société canadienne, la société québécoise, donc où ça peut être un élément général par un élément plus spécifique. Donc, 14, la substitution d'un verbe par un nom. Donc, le verbe durer, donc la grève dura un jour ou la durée de la grève fut d'un jour. Donc, une autre façon de reformuler, de paraphraser en respectant le sens. Donc, substitution d'un verbe par un objectif. Julie adore son chat. Le chat est adorable pour Julie. Ou d'un verbe par un adverbe. Donc, Guy admire fièrement son fils ou Guy est admirablement fier de son fils. Donc, d'autres exemples d'une façon ici plus linguistique du terme de paraphraser et qu'on voit de plus en détail dans la référence de Bagat et Ovi 2012. Ce que je pense que ce qui est important de retenir, c'est que à partir du moment où on paraphrase, donc on fait une transformation, on va inévitablement changer le sens. Et il y a une espèce de paradoxe dans ce que l'on demande aux étudiants, surtout dans une perspective de résumé, où on va leur dire, oui, paraphrase, c'est important, mais en même temps, en sciences, la précision du terme est importante. Si j'utilise écrit au lieu de l'écriture, ben, en didactique de l'écrit, c'est un scandale. Il y a des éléments très, très précis relatifs à l'utilisation d'un mot ou d'un autre. Et quand on va demander de paraphraser et qu'on y va par modification, par synonymie, par exemple, ben, c'est sûr qu'on va amener un changement de sens. Donc, il faut accepter cette variabilité d'un mot à l'autre. Il y a d'autres moyens aussi qui souvent sont peut-être un peu mis de côté, mais qui en même temps sont souvent plus fréquents. En fait, je pense que, là, j'ai pas d'études sur la chose, mais on travaille là-dessus d'ailleurs en ce moment, mais ils sont plus fréquents que la paraphrase, par exemple, et même peut-être la citation. Je parle de l'évocation en premier lieu. Alors, c'est ici, on va reprendre globalement un auteur où le scripteur va pas prendre en charge le contenu, mais va laisser à la charge du lecteur d'aller en prendre connaissance par lui-même. Bon, on va dire par exemple pour Plus de développement, voire Vincent 2014, quand on arrive à un certain propos. Mais il y a ce qui est souvent utilisé, c'est par exemple évoquer de manière très large quelque chose. Un bon scripteur a de manière générale tendance à produire des textes plus longs et mieux développés en ce qui concerne les contenus et les idées. Bon, c'est une idée qui est assez générale. Et là, j'ai mis 2 références entre parenthèses. Souvent, on va le voir dans les textes scientifiques, 2, 3 références entre parenthèses. Il est fort probable que les auteurs que je cite ici n'ont pas mentionné ça spécifiquement. Il y a beaucoup plus de nuances dans leurs propos et ça, c'est comme une idée générale pour reprendre les idées de différents auteurs. Ici, on évoque ce qu'ils ont dit sans aller chercher précisément les contenus. Donc, on n'est pas dans la paraphrase. J'ai pas pris un élément qui le dit pour le transformer. On est davantage dans une perspective synthétique, disons. L'emprunt, c'est la même chose et ça, c'est très fréquent chez les étudiants du premier cycle. C'est la reprise d'un mot ou d'un syntagme référé clairement à un nom d'auteur, inclus dans un segment qui ne se présente pas comme une reformulation. Alors, je veux reprendre un terme de quelqu'un, ce que Piaget appelle un stade de développement. Selon les styles, on a ou non à le mettre entre guillemets, mais ici, stade de développement, je fais pas référence à un passage précis de Piaget. Je vais emprunter un de ces termes et je vais l'utiliser dans mon texte. Les étudiants de premier cycle, moi, je l'ai vu extrêmement souvent. Par exemple, ce que l'on peut appeler le socio-constructivisme, entre parenthèses, Vygotsky 82. Bon, il était mort en 82, mais disons que c'est la traduction. Donc, Vygotsky, je suis assez persuadé que la plupart des étudiants ne sont pas allés lire Vygotsky, surtout au premier cycle, mais ils ont repris un terme qu'on associe à Vygotsky et on nous dit, bon, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir
moi, je l'utilise dans le même sens que cet auteur-là. L'hybridation, ben, c'est un peu un mélange d'emprunt et de paraphrase, c'est-à-dire qu'on va faire une paraphrase. Hein, Piaget indique que le développement psychologique se produit en plusieurs périodes développementales, en guillemets, elles-mêmes divisées en stades. Donc ici, j'ai une paraphrase dans laquelle j'ai voulu reprendre des termes exacts de l'auteur que j'ai mis entre guillemets pour dire, bon, ben ça, ce sont des emprunts. J'avoue que le terme est repris tel quel. Il y a donc différentes variantes pour rapporter le discours. Si on regarde ce que font les étudiants, Angelique Carter rappelait que la peur de plagier oriente davantage les étudiants que les besoins réels commandés par le texte. En d'autres mots, on l'a répété souvent, mais une culture axée sur la dénonciation du plagiat plutôt que sur la valorisation de l'intégration, de l'intégrité académique, va amener les étudiants à vouloir éviter les erreurs plutôt que à produire des textes où la citation, la paraphrase, le discours rapporté serait pertinent et utile. Ils vont aussi avoir davantage tendance à s'appuyer sur les sources pour produire des textes plutôt que de proposer des idées, une perspective originale. En d'autres mots, les sources vont servir à présenter des éléments très, très factuels ou pour présenter la source elle-même, mais elle ne sera pas au service d'un discours argumentatif, donc au service de la production d'une autre idée. Ils vont avoir donc tendance à éviter de paraphraser pour plusieurs raisons. Premièrement, ils entrent à l'université sans avoir les préalables nécessaires pour savoir paraphraser. Donc, ils ont appris ce que, très souvent au secondaire, ce que Alain a mentionné, c'est-à-dire ils vont apprendre les moyens linguistiques pour paraphraser, mais de là à l'utiliser dans un discours académique, il y a des caractéristiques qui sont quand même importantes. Ils ont de la difficulté avec les textes scientifiques dans l'ensemble, hein, dont la structure implique plusieurs conventions. Il y a des particularités aux textes scientifiques qui, s'ils ne leur sont pas présentés, peuvent être assez complexes. Et si on considère le texte scientifique, et c'est souvent le cas au premier cycle, comme étant quelque chose qui est difficile à interpréter, difficile à critiquer, ben on peut se retrouver avec ok, je viens d'avoir la conversation ici. On va pouvoir répondre tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai raté la conversation. Donc, on peut se retrouver avec un certain nombre de difficultés. Ces derniers contiennent aussi beaucoup d'inférences et de non-dits. Donc, l'utilisation du vocabulaire, par exemple, spécifique, implique, dans le cadre du texte scientifique, que les auteurs en question eux-mêmes réfèrent à d'autres personnes qui et c'est une communauté en soi. Donc, l'étudiant qui arrive se retrouve avec beaucoup d'inférences de non-dits, se dit, si je paraphrase, est-ce que je vais transgresser la pensée de l'auteur? Et finalement, les étudiants ont un rapport à l'écrit, un rapport aux études universitaires qui est variable d'un à l'autre, et ceux qui ont un rapport à l'écrit négatif, c'est-à-dire qui voient l'écriture comme étant un piège, une difficulté et un frein à l'expression. La plupart de ceux-là vont dire « Ah, j'aime mieux m'exprimer oralement que de m'exprimer par écrit ». Ben, évidemment qu'ils se retrouvent avec des difficultés dans la paraphrase et la citation est beaucoup plus rassurante pour eux. Les problèmes à paraphraser, des auteurs que je vais dire finlandais parce que je n'oserais pas prononcer leur nom, mais ces auteurs ont présenté 5 problèmes principaux à paraphraser. La première, c'est celle de copie sans source, c'est-à-dire qu'ils vont copier une courte partie d'un texte sans nommer la source. La deuxième, c'est une copie avec source, donc c'est une situation où un élève va citer une source, mais va présenter le matériel sans guillemets, pour la citation ou comme si elle avait été paraphrasée alors qu'il a copié le matériel mot à mot. Ils vont parler aussi de paraphrases médiocres, donc des paraphrases qui ont été faites correctement, donc la citation est correcte, mais les mots utilisés, les synonymes par exemple, seront mal choisis, ce qui fait que la pensée de l'auteur, on ne la reconnaîtra plus. Il y a des paraphrases aussi qui sont patchwritées, c'est-à-dire que c'est une paraphrase au sens où l'auteur n'a pas utilisé ces mots-là
de manière suivie. Il va aller chercher des petits mots, des petites parties à droite, à gauche pour faire une phrase qui finalement sont du collage de différentes parties d'un auteur. Et un autre élément, c'est l'appropriation de la conclusion, c'est-à-dire que on va utiliser des paraphrases ou du discours rapporté pour arriver à une conclusion qui est finalement la conclusion de l'auteur, mais qui n'est pas présentée comme telle, mais plutôt comme une conclusion du scripteur. Une question qui revient souvent de la part des étudiants est celle du choix du discours rapporté. À quel moment est-ce que je dois citer? À quel moment est-ce que je dois paraphraser? Et ce n'est pas si simple parce que on aimerait avoir des réponses simples et souvent, ben, on va commencer comme ça. On va dire, ah ben là, si tu as une définition à donner, tu es mieux de citer. Si jamais tu veux reprendre un élément un peu plus long, un peu plus nuancé, un peu plus argumentatif, vas-y avec la paraphrase. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas si simple que ça. Il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Premièrement, la caractéristique du genre du texte. Hein? Est-ce qu'on est davantage dans un résumé ou dans un texte argumentatif? Dans la perspective du résumé, on risque de retrouver beaucoup plus souvent des citations. Quelle est la finalité, la visée d'apprentissage? Le texte sert à quoi? Est-ce qu'il sert à évaluer l'étudiant en fin de session? Est-ce qu'il sert à nourrir la réflexion pour un autre texte? Est-ce que c'est un résumé, etc.? Le destinataire, est-ce que c'est destiné à l'enseignant? Est-ce que c'est destiné à des professionnels? Est-ce que c'est un texte qui est destiné à des scientifiques? Encore une fois, ça va venir déterminer le choix du discours. La visée de la séquence, est-ce qu'on est dans une perspective plus descriptive ou argumentative? Et finalement, l'objet rapporté. Il y a certains auteurs qui ne demandent pas de rapporter le discours en mentionnant les aspects méthodologiques ou les aspects, la nuance ou en le situant par rapport à d'autres auteurs. La réputation d'un auteur va faire que on va peut-être mettre moins de nuances, par exemple. Si on se pose la question de ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Une fois qu'on sait que ces éléments-là existent et qu'ils sont une difficulté pour les étudiants, qu'est-ce qu'on va faire? On a identifié 4 pistes. Il y en aurait plusieurs autres, mais commençons par l'idée d'identifier les variabilités de l'écriture académique. Arrêtez de présenter l'écriture universitaire comme étant quelque chose d'unique qui n'impliquerait pas de variante d'un cours à l'autre et d'une situation à l'autre. À l'université, de plus en plus, dans une perspective professionnalisante, on va se retrouver dans des contextes où on va demander aux étudiants d'écrire des textes qui vont avoir à écrire dans le cadre de leur profession. Par exemple, si on prend pour les futurs enseignants, on va leur demander de faire des planifications. Est-ce que la planification implique la présence d'autant d'intertextualité, donc autant de discours rapportés que ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans un texte argumentatif scientifique? Ben, oui et non, c'est-à-dire que dans la véritable planification, il n'y aura pas ces références. Peut-être s'il y a des éléments qui sont présentés aux élèves et tout, mais de manière générale, dans les planifications, on ne retrouvera pas les références. Si on compare à un autre document, par exemple, où on demanderait de faire des résumés de lecture, ben, où évidemment, on va retrouver les auteurs qui sont résumés. C'est la même chose, donc, en sciences infirmières ou dans quelconque autre domaine où on demande d'écrire des textes professionnels. Par contre, dans les textes professionnalisants, c'est une nuance que fait Panlou, dans les textes professionnalisants, c'est-à-dire réflexion, par exemple, sur une situation de stage, réflexion sur un rapport de stage, par exemple, ou réflexion par rapport à peu importe, une situation professionnelle, ben, dans ces textes-là, on va demander de faire des liens entre la théorie et la pratique. On a tendance souvent à voir d'un côté les textes, la vulgarisation d'un côté et la recherche de l'autre, alors que c'est un continuum. On va retrouver dans les deux les mêmes caractéristiques
de discours rapportés, d'intertextualité. On doit retrouver à la fois dans un et dans l'autre des relations avec d'autres auteurs. Par contre, ça va être différent dépendant des contextes. Je vais vous le montrer tout à l'heure à la diapo suivante. L'article scientifique peut être une source sans être un modèle quant à l'écriture et vice-versa. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un article scientifique pour avoir à écrire, pour le contenu, mais sans que la structure soit celle de l'article scientifique. Et souvent, il est présenté comme étant la référence ultime pour les étudiants. Tu veux savoir comment citer? Va voir dans un article scientifique. Alors qu'on ne le fait pas pour les mêmes raisons et de la même manière qu'on va le faire pour c'est ça, un texte plus professionnel, par exemple. Et même pour un texte étudiant. Ce n'est pas la référence, l'article scientifique pour l'étudiant qui va écrire un texte au premier cycle. Sinon, ça devient une tâche insurmontable et c'est là qu'on se retrouve à parfois prendre des raccourcis qui peuvent ressembler à du plagiat ou de la tricherie. Donc, l'enseignant doit établir des attentes claires quant aux caractéristiques de l'écriture et du discours rapporté. Le problème qu'on voit quelquefois, c'est de dire « Ah oui, c'est très important qu'on fasse appel à des références dans les textes. » Alors, je vais vous demander 4 références qui sont pertinentes. En mettant un nombre, le danger, c'est que l'étudiant écrive son texte au complet, puis après ça, se dise « Ah oui, ça m'en prend 4, donc je vais retourner en arrière, je vais me mettre des trucs ici à droite, à gauche pour montrer que j'ai des références. » Puis, il a demandé des références pertinentes, je vais aller voir ce que j'ai lu dans mes autres textes, puis je vais essayer de placer ça à droite, à gauche. Ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les types de discours rapportés, c'est que dans la mesure où on fait des emprunts, c'est facile d'y aller de cette manière-là. Si j'écris socio-constructiviste, comme je disais tout à l'heure, c'est facile d'écrire Vygotsky entre parenthèses. Si j'écris séquence didactique, je vais aller faire une recherche dans Google Scholar, séquence didactique, qui en a parlé? OK, parfait, je vais mettre son nom entre parenthèses et c'est réglé. Donc, si on a des attentes quant aux caractéristiques de l'écriture, par exemple, je ne veux pas juste 4 références, j'aimerais ça que vous me donniez des citations et des paraphrases. Donc, que vous repreniez un élément de l'auteur pour pouvoir le paraphraser. Bien là, on va se retrouver avec des éléments qui nécessairement ont demandé une réflexion pour être véritablement au service de l'écriture et non pas juste une barrière supplémentaire. Petit graphique juste pour vous montrer ici une recherche qui a été faite par Donné qui était intéressante parce qu'on voyait que les mêmes professeurs-chercheurs, donc ils sont partis d'un corpus de certains professeurs-chercheurs à l'université et ils ont regardé leurs textes de recherche et leurs écrits didactiques qui étaient destinés aux élèves. Et ils séparent, d'un côté la paraphrase, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est la reprise d'auteur, donc ça inclut la citation ici. Et de l'autre côté, la métaphrase, c'est-à-dire les éléments qui sont principalement axés sur le point de vue du scripteur, donc eux comme scripteurs. Et on voit que dans les écrits didactiques, on va utiliser davantage les éléments de paraphrase que dans les écrits de recherche, où là, on va y aller vraiment avec notre séquence argumentative et le discours de l'autre vient servir notre séquence. Alors que dans les écrits didactiques, on va présenter les auteurs, ou du moins le discours de l'auteur, sans nécessairement toujours présenter les auteurs en question. Deuxième piste, c'est celle de l'écriture, les pratiques collaboratives. Là, quand on parle de pratiques collaboratives, très souvent, on va avoir tout de suite un « Ah non, pas ça, ça fonctionne pas, c'est difficile, ça demande du temps, j'ai pas le temps ». Alors que ce sont des pratiques qui souvent sont faites et demandées, mais en dehors de la classe, même si ce n'est que pour des raisons organisationnelles ou administratives. On a des classes de 72, on leur dit, bon, ben, travaillez en équipe, remettez-moi un travail d'équipe. Ça a des avantages et des intérêts aussi pour ce qui est de l'écriture. Très facilement et très pratiquement, l'idée, c'est peut-être de demander pendant
l'écriture, qui ne se fait pas sur 3 heures, hein, qui se fait sur quelques semaines. Alors, pendant l'écriture, d'avoir un moment, soit dans la classe, soit à l'extérieur, où ils ont à réfléchir aux raisons qui sont derrière les choix de discours apportés. Pourquoi est-ce que j'ai choisi tel auteur pour nourrir mon texte? C'est pas extrêmement compliqué pour l'enseignant, le professeur qui a à corriger. Ça peut être un élément supplémentaire à mettre en cours de route, mais qui oblige finalement, pendant le travail, à avoir une réflexion, plutôt que d'arriver seulement à la fin avec bon, comment je fais pour l'insérer. On peut demander des réflexions sur la cohérence polyphonique. En quoi est-ce que les différents auteurs, leurs différents points de vue viennent se nourrir un l'autre? Et l'adéquation entre les besoins argumentatifs, démonstratifs et le discours apporté. Pourquoi, en quoi ce discours-là, en quoi cet auteur-là vient nourrir votre argumentation? Donc, demander des réflexions du genre permet, en cours de route, d'avoir de meilleurs résultats, et l'aspect collaboratif oblige à mettre en mots les choix, alors que on a à ce moment-là à les justifier parce qu'on a à les présenter à nos collègues de travail, et en ayant à les présenter de cette manière-là, on s'oblige à les approfondir. J'y vais rapidement, il nous reste 2 petites minutes. Oser demander d'argumenter. On a tendance à limiter l'argumentation au profit de résumés et de synthèses, alors que l'université est considérée comme un lieu privilégié pour enseigner l'argumentation. On le voit précédemment dans le parcours scolaire. Par contre, rendu à l'université, la mise en relation avec les textes et les connaissances scientifiques est quelque chose d'essentiel et d'assez nouveau. Quand on demande d'argumenter à l'aide de sources dans les études précédant les études au cycle supérieur, c'est-à-dire à l'université ou au cégep, on a tendance à utiliser chez les étudiants, chez les élèves, soit des statistiques ou des éléments très, très précis de définition qu'on va mettre entre parenthèses, alors que là, on a utilisé des connaissances scientifiques, ce qui est différent. Et certaines fausses croyances, comme le fait que les sentiments personnels, les lieux communs valent les connaissances scientifiques, sont encore là à l'université, et c'est important de les aborder. Les données doivent être expliquées plutôt qu'analysées. C'est une autre fausse croyance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une donnée, voilà, c'est réglé, c'est fait. Alors qu'une donnée est dans un contexte, et c'est ce à quoi sert l'article. Que les données ne sont pas nécessaires à la justification d'un argument, c'est une autre fausse croyance que la donnée, finalement, c'est un argument parmi tant d'autres. Et finalement, que toutes les parties d'un article scientifique se valent. On va trouver un élément que mentionne l'auteur dans son contexte au départ, par exemple, ou dans son cadre théorique, et on va le mettre comme une vérité, alors que peut-être qu'il fait partie de l'argumentaire davantage que des données. Et finalement, ça peut sembler une vérité de la palisse, mais le fait de faire concorder les exigences et l'évaluation, c'est assez fondamental. C'est-à-dire que ce qu'on apprend devrait être l'objet de l'évaluation. Et par rapport à l'écrit, c'est aussi un élément qui entre en ligne de compte. Si on travaille avec eux l'idée du discours apporté, ben, ça serait intéressant qu'on le retrouve dans l'objet d'évaluation. Si on travaille avec eux ce discours apporté dans une perspective de collaboration, par exemple, ben, ça serait important que le processus de collaboration fasse partie de l'évaluation, donc par l'apport de traces. Avoir des exigences claires en ce qui concerne le discours apporté, je l'ai mentionné tout à l'heure, et ça peut être, c'est souvent un élément de l'évaluation. Le discours, on va dire, bon, pour le référencement ou pour la pertinence scientifique de ce qui a été écrit. Mais là, on peut être plus précis dans les attentes en mentionnant, par exemple, la présence de citations, la présence de paraphrases, la présence d'emprunts, en mentionnant la pertinence du choix pour l'aspect argumentatif du texte, par exemple. Et finalement, évaluer le processus et pas seulement le résultat final.
Et ça implique, oui, d'avoir une réflexion en cours de route, mais cette réflexion-là en cours de route amène de meilleurs résultats rendus à la fin. Il y a une relation entre les... J'en ai vu au départ qu'il y avait un certain nombre de compétences qui rentraient en ligne de compte pour l'écriture. Il y a une relation entre plusieurs compétences pour le résultat final. Quand on évalue un travail, on évalue aussi des compétences transversales inévitablement. On évalue, par exemple, les étudiants qui ont tendance à faire le travail l'avant-veille, ben, il y a un problème d'organisation, il y a un problème par rapport à la collecte d'informations, il y a un problème par rapport à l'aspect collaboratif, parce que là, on aura eu besoin de mettre tout ça ensemble et on le remet. Et sous prétexte qu'on veuille évaluer uniquement la discipline, on ne prendra pas en compte le processus, et pourtant, il est essentiel. Donc, en évaluant le processus, c'est-à-dire en laissant des traces du travail et des étapes du travail, on peut de cette manière-là arriver à faire une évaluation qui est beaucoup plus pertinente. Ce qui implique, par exemple, d'en demander moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander de faire 18 travaux de résumé dans une session. On ne pourrait pas y arriver. Par contre, en faire moins, mais en faire mieux. Donc, essayer d'avoir des traces complètes du travail pour montrer comment travailler, comment écrire et comment rapporter notre discours. J'arrêterai ici. Je pense qu'il est 10h09. On a pas mal respecté notre temps. S'il y a des questions, nous serions prêts à les prendre. Je ne sais pas s'il faut que j'arrête le partage. Alors, si les gens veulent poser des questions à François et Alain, vous pouvez ouvrir votre micro et le faire, ou vous pouvez toujours aussi poser votre question dans le clavardage là, qui est en bas à droite. Alors, j'ouvre la période de questions. Alors, je vois Marie qui parle de paraphraser sans référence. Je ne sais pas si ça fait référence aux exemples qu'a donné Alain tout à l'heure, mais qui n'étaient qui étaient ici des simples transformations linguistiques. Donc, évidemment qu'on ne pourrait pas faire ça dans un texte universitaire et on aurait besoin de mettre la référence. Mais pour aller encore plus loin que ça, je dirais que les modifications permettaient de voir que ce n'est pas que par l'utilisation de synonymes qu'on peut paraphraser. Il y a d'autres transformations qui sont nécessaires et c'est rarement exclusif une plutôt que l'autre. Quelqu'un qui se contenterait, par exemple, de prendre une phrase active, je sais pas moi, les enseignants aiment leur travail et qui écrit leur travail est aimé par les enseignants, on considérerait le tout comme étant une paraphrase plutôt maladroite. Là, ici, on n'a pas transformé véritablement, on a simplement passé d'une voix active à passive, donc il serait essentiel de combiner des éléments pour arriver à une paraphrase qui soit assez loin du texte original. Bon, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions pour Alain et François? S'il n'y a pas d'autres... Ah, il y en a une, François, dans le clavardage. Alors, Anne-Frédérique, quels sont les outils ou les modèles que vous donnez aux étudiants pour qu'ils apprennent à bien paraphraser? Ah, ben, c'est une bonne question. En fait, bon, j'enseigne dans mon cas. Ben, toi, tu l'enseignes, je pense, au cours d'introduction. Oui. En fait, dans un des cours d'introduction, on apprend les normes de présentation. Et quand on aborde les normes, bon,
je dirais qu'on aborde davantage les styles propres. Bon, quand on fait une citation, selon tel style, qu'est-ce qu'on doit inclure? Qu'est-ce qu'on doit indiquer dans le texte? Donc, quelle partie du texte qu'on doit mettre entre guillemets? Qu'est-ce qu'on met dans le texte? Donc, la source, là, le nom d'auteur, l'année ou la page, de savoir où on retrouve ces informations-là. Il faut que ça soit à l'intérieur de la même phrase qui est rapportée. Et donc, ce sont des informations peut-être plus qui font appel à comment indiquer les références. Maintenant, ce qu'on a présenté sur les transformations plus linguistiques, ça, c'est pas des choses que j'aborde comme telles là, dans mes cours, mais qu'on va quand même, je dirais, résumer quand on essaie de distinguer le terme citation qui est rapporté mot à mot et de placer le discours rapporté entre guillemets versus une paraphrase qui est de reformuler finalement une partie. Et là, les nuances que François a apportées peuvent être faites, mais moi, personnellement, je ne les fais pas. C'est-à-dire, quand on rapporte une phrase qu'on a reformulée ou quand on évoque une idée qui n'est pas tellement, qui n'a pas été dite comme telle, mais qui finalement, l'idée se retrouve à l'intérieur d'un texte. Donc, à ce moment-là, c'est des exemples qu'on peut donner de paraphrase ici. Et c'est vraiment par le biais des travaux qu'on peut, à ce moment-là, donner une rétroaction aux étudiants en les faisant travailler en équipe et en leur demandant de se poser des questions sur ce qu'ils font. Et bon, on a vu là, dans les outils collaboratifs tout le travail qui peut se faire entre étudiants. Ça, c'est quelque chose qui est très utile et qui peut justement permettre aux étudiants entre eux au moins de questionner leur façon avec laquelle ils rapportent le discours et qu'ils l'intègrent à leur texte. Oui. Donc, juste pour rapidement, parce qu'il y a d'autres questions qui ont suivi, mais juste rapidement, dans mon cas, je pense plus à des cours précis qui ne sont pas des cours, justement, d'écriture ou des cours où le sujet est abordé comme étant un aspect de la discipline, mais ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur l'aspect collaboratif est, à mon sens, assez fondamental, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'intervenir sur les textes produits avant le résultat final, parce que c'est sûr qu'on a beau inscrire des éléments, c'est pas très utile de mettre des notes ou de faire de la rétroaction en fin de session pour ceux qui vont venir rechercher leur travail. Je travaille plus en amont, c'est-à-dire qu'on va regarder une première version du travail et là où il me semble y avoir des trous argumentatifs, ben c'est là où on va mettre des pistes pour les amener à avoir à travailler puis à réfléchir sur le choix ou ce qui pourrait venir nourrir leur argumentaire. Je réponds rapidement à Monsieur Dufresne qui parle de l'utilisation d'outils en ligne de référence comme Zotero. Il y a des points de vue divergents là-dessus. Moi, je vois qu'au premier cycle, c'est très peu utilisé, très, très peu utilisé. Je pense que les étudiants, c'est un peu comme la langue, c'est-à-dire que ça va aller regarder rapidement la relation coût-bénéfice et à court terme, je pense qu'ils n'y voient pas l'avantage. Est-ce que ça aura un intérêt d'un point de vue pédagogique? Certainement. Mais si on fait juste mentionner l'existence de l'outil, je pense qu'il est assez peu utilisé. Il y a René Asselin qui présente. Ah, OK. Bon, oui, les présentations devraient être en ligne sur le site. Si elles n'y sont pas, elles y seront bientôt. Merci. Ensuite, la carte mentale. Oui, effectivement, c'est un excellent moyen pour la paraphrase. C'est une très bonne idée. Et on a une proposition de M. Dufresne pour le travail collaboratif, un article.
qui a été mis ici. Donc, vous aurez le lien pour ceux que ça intéresserait. Voilà, ben, je pense que Martine, on peut te laisser le mot de la fin, tout en rappelant la prochaine rencontre qui a lieu le 22 février avec Mme Boubé et Simonon. Ah, mais non, c'est vrai, ça. On est en ordre. Martine, es-tu encore là? Oui, je suis encore là. C'est parce que je pensais que tu voyais là, qu'il y avait 2 autres questions. Par exemple, il y a la question de Brigitte qui pose comment utiliser la carte mentale pour travailler la paraphrase. Peut-être que Madame ou Monsieur maintenant Madame Marilyn Poitras pourrait ouvrir son micro puis expliquer comment elle s'en sert pour la carte mentale. Madame. OK, bonjour. Quand je demande à mes étudiants de faire un travail de recherche ou d'étudier un texte en particulier, justement dans un contexte collaboratif, je vais d'abord les envoyer d'avoir le devoir à la maison de lire le texte puis de surligner les concepts importants. Et une fois de retour en classe, en équipe, doivent reprendre ces concepts-là et les placer dans une carte heuristique. Puis, à mon sens, à moi, ça me permet vraiment de vérifier s'ils ont été capables de se distancier du texte, de quelle compréhension ils en ont eu. Ultimement, ben, je veux les outiller puis les amener à les utiliser eux-mêmes pour les travaux de recherche qu'ils font par la suite. Et ça les amène, je trouve, à faire des paraphrases où ils vont vraiment s'éloigner de la source, en fait, de la source qu'ils ont utilisée. Parce que les stratégies linguistiques de faire une inversion, même si c'est une cumulation des stratégies qui ont été évoquées dans la présentation, c'est-à-dire faire une inversion, utiliser des synonymes, on reste quand même collé sur le texte. Donc, je trouve que la carte mentale permet vraiment d'aller de vraiment s'approprier la pensée de l'auteur, puis même si ça implique, comme je trouvais super intéressant, là, le glissement sémantique, là. Oui, voilà. Ben, merci beaucoup, Madame Poitras. Alors, c'est intéressant que d'autres gens répondent à des questions. C'est l'objectif d'en profiter pour échanger. Alors, je vous encourage fortement à être présent pour le 22 février quand nous allons parler de logiciels anti-plagiat. C'est pas un logiciel anti-plagiat, je me reprends. C'est un logiciel de détection de similarité. Alors, pour ceux qui voudraient avoir les annonces et qui ne sont pas sur notre liste, j'affiche en bas dans le clavardage donc mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire pour que je vous ajoute à notre liste d'envoi. Et sinon, on remercie beaucoup François et Alain pour leur présentation aujourd'hui qui était, moi, j'ai trouvé très intéressante sans aucun doute. Et on vous voit tout le monde le 22 février pour la présentation donc de Brigitte Simoneau et Nicole Boubé. Merci et au revoir. Merci beaucoup.